Monsieur le Président, chers collègues, nous tenons tout d'abord à exprimer notre soutien aux victimes et à leurs familles face au drame qui a eu lieu à Annecy. Solidarité également aux victimes des phénomènes climatiques violents qui se passent à une fréquence de plus en plus rapprochée, inondations en Italie dans notre région jumelle d'Émilie-Romagne, méga-feux au Québec, et nous vous remercions, Président, pour votre réponse à notre proposition d'aide à cette région. Et déjà des dégâts dans les cultures sur toute notre région. Le dernier rapport du GIEC nous alerte et répète que l'urgence est là, car les prévisions sont plus rapides et plus violentes que prévu. D'autre part, le rapport Pisani-Ferry montre l'urgence absolue à réorienter les financements des politiques publiques pour faire face au choc à venir des plus 4 degrés annoncés. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, ça sera plus 8 degrés l'été. Il est urgent de changer d'échelle. Après des décennies à alerter, des scientifiques prévoient une forte probabilité qu'à partir de 2030, les étés seront sans glace de mer en Arctique, avec pour conséquence l'augmentation encore des phénomènes météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur, les incendies, les inondations. Ce que nous connaissons actuellement, ce n'est que la bande-annonce que ce qui nous attend. Nous devons nous préparer et nous adapter à ce réchauffement plus rapide et à ses répercussions sur la société humaine et les écosystèmes. Et je le rappelle, notre région est déjà fortement soumise au risque de submersion. Nous avons le devoir d'agir et vite. La région, elle est le chef de file de nombreuses politiques et elle a donc les moyens de peser fortement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle doit s'engager pour le long terme en prenant des mesures d'adaptation et renforcer les mesures sociales et égalitaires. Nous sommes dans une urgence écologique. Plus le temps d'improviser. Nous alertons depuis longtemps pour avancer. Il faut absolument un débat de qualité pour mener une politique publique concertée. En octobre, je vous avais demandé, Président, de pouvoir débattre sur le renouvellement de la convention TER. Et en décembre, vous avez proposé de lancer le groupe de travail transpartisan sur ce sujet, de l'ouverture à la concurrence. Nous avons eu 4 réunions fort intéressantes, des informations et des auditions de qualité. Mais un regret est de taille. Pas un seul moment de discussion ou de débat sur le contenu même de la convention à venir. Pas moyen d'exprimer nos attentes, de donner nos avis avant que la délibération arrive déjà ficelée. C'est un curieux sens du débat démocratique. Si nous ne nous défendons pas le projet de nouvelles lignes à grande vitesse ruineuse pour les finances des collectivités et destructrice de la biodiversité, c'est parce qu'en fait, elles ne sont pas du tout l'attente numéro 1 des Néo-Aquitains, ni la solution pour demain. Nous avions donc proposé au budget primitif en décembre 2023 d'affecter ce milliard d'euros du projet GPSO vers le réseau des TER. Pourquoi ? Pour pouvoir planifier et proposer une offre efficace pour se déplacer en train, pour travailler, étudier, se balader et surtout régénérer les nombreuses lignes en danger, fermées ou peu attrayantes par leur temps de parcours par rapport à la voiture. Juste 2-3 exemples. Si l'on prend la ligne Le Verdon-Bordeaux, c'est à peu près 100 km. En TER, il faut 2h20. Si on prend le cas de La Rochelle-Bordeaux, 183 km, c'est 2h52. Ou enfin, Tulle-Bordeaux, 244 km, là, c'est entre 3h40 et 4h44 avec un ou plusieurs changements. On voit bien donc là que notre réseau, et ça vous le partagez, est en très mauvais état. Et c'est un frein majeur au report modal. Donc, pour pouvoir construire une offre efficace sur les territoires, c'est avoir un réseau en bon état. 2, une offre de train attractive sur tous les territoires et pas qu'autour des métropoles. De réouvrir ou de moderniser des lignes pour désenclaver des territoires et répondre aux besoins des usagers. Troisièmement, c'est aussi une qualité de service, pas simplement centrée sur des applis pour acheter son billet, mais avoir de la présence humaine dans les gares pour justement pouvoir acheter un billet, gérer les correspondances ratées, etc. Et le dernier point, c'est avoir une tarification à prix raisonnable.
Mais ces éléments, qui doivent être au cœur de cette convention, n'ont pas été débattus ou sont absents. Donc, malgré l'opposition de nombreux élus, de citoyens, du Conseil social environnemental TER et des nombreuses réserves du Césaire sur cette convention, aujourd'hui, vous faites le choix d'une convention de gré à gré de 7 ans avec SNCF comme la loi le permet, mais en ouvrant tous les lots à la concurrence. Et également en lançant des appels d'offres dès 2024 pour le lot Poitou-Charentes. Vous faites le choix de renforcer le libéralisme et non pas de tendre vers une solution efficace pour tous les néo-aquitains. D'autres expériences européennes ou nationales montrent bien que ce verdissement du modèle libéral en privatisant l'exploitation des TER n'est pas à la hauteur d'une planification écologique et sociale. Nous proposerons donc un amendement qui supprime l'ouverture des lots à la concurrence et de pouvoir conventionner pour 10 ans avec la SNCF, comme l'a fait Occitanie, car c'est possible et la loi le permet. Par ailleurs, nous proposerons 2 amendements pour le règlement d'intervention de l'éducation et l'environnement, car il nous semble notamment indispensable de doubler le budget. L'annonce de l'État de soumettre les bénéficiaires du RSA entre 15 et 20 heures d'activité obligatoire, mais sans moyens supplémentaires pour l'accompagnement de ces personnes en grande difficulté, tend à créer un phénomène de pauvrophobie. C'est pour cela que nous regrettons que la politique régionale de soutien à la vie associative s'envisage avec un budget qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Or, des moyens sont nécessaires pour agir sur le volet social, car ce sont les associations qui maintiennent le lien social des plus précaires que le gouvernement abandonne. Un autre grand sujet de cette plénière, la promotion de l'égalité, la lutte et la violence. Là encore, un regret. À l'heure où les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans nos lycées, nos services, dans les milieux associatifs, il n'est pas prévu une formation accessible à toutes et à tous pour prendre conscience de la gravité de ces actes de violence et permettre aux victimes d'activer leurs droits. Par exemple, la région Normandie organise des projections débats sur ce sujet. Et plus grave encore, aucun moyen spécifique et attention particulière n'est prévu pour les territoires les plus ruraux, pas forcément couverts par des structures permettant d'accompagner ces violences sexuelles et sexistes. Et là encore, c'est un peu la double peine. Les personnes dans ces territoires restent dans un statut de victime et en grande souffrance. Et enfin, je souhaiterais conclure par une rapide intervention sur les vœux, motions et questions orales que nous verrons demain. Un vœu tout d'abord sur la transparence sur les pollutions au PFAS, qui appelle le préfet à avoir une transparence totale vis-à-vis des populations sur les risques encourus et de mieux documenter les effets de ces polluants sur la santé. Il sera présenté par Stéphane Trifiletti. Une motion restaurer la santé des sols qui demande à la région de s'engager à amplifier les politiques régionales en faveur de la préservation et la régénération des sols par des actions volontaristes, présentée par Laurence Motoman. Ouais, ça va. Et enfin, 2 questions orales. Une sur la nécessité de renforcer les conditionnalités éthiques et que l'entreprise Betclic rembourse la subvention régionale en cas de fraude. Donc ça, ce sera Anne-Laure Bedu. Et la deuxième, face à la volonté du gouvernement de déployer le service national universel, le SNU, dès la rentrée. Donc Katia Bourdin interrogera l'exécutif sur plusieurs points. Chers collègues, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à voter nos motions, vœux et amendements. Je vous remercie.